Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série populaire en direct de l'Exèdre. 16e épisode aujourd'hui. C'est la première fois, je pense, en 16 épisodes que je sais à quel épisode nous sommes rendus. Ça fait déjà presque 3 ans qu'on se rencontre comme ça autour du comptoir pour jaser en direct de l'Exèdre. Je trouve ça fascinant qu'on ait fait ça pendant 3 ans alors qu'au départ, c'était une idée de pandémie pour combler nos matins un peu vides sans clients. Je peux pas croire qu'on a accepté ça. Vous êtes smart. Alors, allons-y sans plus tarder. Quelques petites nouvelles avant de commencer. On a toujours le défi de lecture de l'Exèdre qui est disponible version papier à la librairie, encore disponible également sur le web en version numérique. 12 catégories et un petit bonus des thématiques, genre un recueil de nouvelles, un manga qu'il faut avoir lu dans l'année. On coche les cases et à la fin, en décembre 2023, parmi tous ceux qui auront rempli leur défi, on fera tirer un certificat cadeau pour un nouveau défi en 2024. Mm-hmm. À part ça, nous recevrons, on prend un peu d'avance quand même dans les nouvelles parce qu'on n'est pas super assidus dans les en direct, donc on passe le plus d'infos possible. Le 18 mars prochain, nous recevrons, c'est un samedi, à 13h30, Nicolas Lévesque, psychologue, psychanalyste, chroniqueur, communicateur habile, que nous apprécions beaucoup. Nous le recevrons pour son nouveau livre, Un psy au micro, dans une causerie animée par le célèbre Christian Bouchard. Et dès le 23 mars prochain, Eliane et moi serons au Salon du Livre de Trois-Rivières pour tenir ce qui devait être d'abord un stand et qui s'est transformé en 6. Donc, on sera au Salon du Livre de Trois-Rivières pour jaser avec vous. Alors, c'est tout pour la petite rubrique actualité. Commençons sans plus tarder. Eliane, qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Tout d'abord, j'ai lu Cabale de Michael Delisle, publié chez Boréal ces jours-ci. Nous autres, on l'aime beaucoup, Michael Delisle. On a lu des recueils de nouvelles, des romans, puis à chaque fois, on plonge dans une œuvre aboutie, intéressante, qui aborde un sujet intime. Et puis là, ben, le sujet, c'est la paternité, les relations sociales, humaines. C'est un très, très court roman. Fait que, je peux pas en dire trop, je peux pas donner beaucoup de détails parce que il faut quand même avoir quelque chose à lire. Mais je peux dire que c'est un prof de cégep qui enseigne la littérature. Tout de suite, le premier chapitre, on commence, c'est son premier cours. Et puis, ben, ça se passe pas exactement comme il voudrait, mais bon, il commence. Puis là, on est une dizaine d'années plus tard. Il en est encore au même point. Il a peut-être un petit peu de mal avec ses relations sociales, avec amicales. Et puis là, débarque dans sa vie son père, qu'il n'a pas vu depuis une trentaine d'années, parce que son père a été absent quand il était jeune, il a quitté la famille, il vivait de magouille. On sent tout de suite là, que c'est un bonhomme tout croche, là. Okay. Puis, ben, il va essayer de retrouver une place dans la vie de ses fils, donc du narrateur et puis de son frère. Donc, c'est ça. Si lui refuse de laisser entrer son père dans sa vie, son frère, lui, l'accepte. Et puis là, ben, comment est-ce que cette dynamique-là va tourner? Comment est-ce que ça peut unir ou déchirer une famille? Alors, c'est ça, c'est intéressant. Il n'y a pas un mot de trop. C'est abouti comme texte. C'est tellement bien écrit. Michael Delisle, on le connaît beaucoup pour ses nouvelles également. Donc, je pense qu'il y a le tour de, en peu de mots, aller au point, aller directement vers l'émotion. Je pense que c'est une force qui a peut-être gagné grâce à l'écriture de nouvelles. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est un court roman. C'est plus long qu'une nouvelle, mais il y a beaucoup de choses là-dedans quand même. Puis il y a beaucoup de niveaux, puis on peut pas s'empêcher d'y revenir, puis de réfléchir, est-ce que c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne? Comment est-ce que l'absence de son père a pu influencer tout le restant de sa vie? Est-ce que ses relations sociales avec lesquelles il y a tellement de mal, est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est fondamentalement lui? Fait qu'il y a tout ça. C'est très nuancé, il y a beaucoup de couches à ça, mais le texte est d'une simplicité. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est un de nos grands auteurs, Michael Delisle, que l'on retrouve chez Boréal. Merci, Eliane. Benoît, toi, qu'est-ce que tu as lu? Ben moi, je vous présente des auteurs très, très établis. C'est drôle, je suis resté dans des gens qui ont du métier beaucoup. J'ai terminé ça récemment, Colson Whitehead, Harlem Shuffle. J'avais déjà parlé, je pense, à un épisode précédent de Nickel Boys, que j'avais beaucoup aimé.
Qui est disponible maintenant en format poche. En format poche, ouais, ça vaut la peine aller chercher ça. Harlem Shuffle, il aime ça, c'est les histoires qui se passent dans le passé. Ça se passe à New York, dans Harlem, hein, d'après le titre le dit. En 1959, c'est un personnage, on apprend que son père était vraiment un brigand, là, quelqu'un qui était tout le temps. Oui, c'est ça. Le livre de Michael. Puis vraiment un tout croche. Il a eu une enfance assez difficile à cause de ça. Mais lui, il a ouvert une petite boutique d'ameublement. Sa femme vient d'une bonne famille quand même. C'est un noir, évidemment. Dans le quartier Harlem, il essaie comme de tenir la ligne, là, comme on pourrait dire. Puis, bon, il y a des amis d'enfance, la famille, tout ça, qui des fois font des trucs un peu tout croche. Des fois, il trempe son orteil dans des petites affaires. Des fois, il prend des télés volées qu'il met dans son magasin puis qu'il revend quand même, en se disant qu'il est quand même, qu'il respecte la loi puis qu'il est devenu droit. Mais à force de tremper son orteil, des fois, là, il se fait un petit peu attirer dans des trucs un petit peu, oui. Puis, bref, j'en dis pas plus, mais ça se passe sur plusieurs années. C'est cette tentative-là de rester droit, de rester correct, mais quand même d'essayer de rester fier parce qu'il y a beaucoup de pression à cette époque-là. Là, c'est les années 60. Les combats aussi, il y a des émeutes beaucoup là, à cause justement les droits des Noirs qui commencent à être revendiqués avec plus de force. C'est quand même intéressant. Un portrait de Harlem, New York, 1959 à 65, en tout cas, cette époque-là à peu près. Vraiment très bien écrit en plus. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être un peu moins dur que ses précédents romans? Tu sais, Nickel Boys, on était quand même dans quelque chose d'assez sombre comme univers, là. Dans les orphelinats, la violence. Oui, c'est ça. Ben, effectivement, là, quand ils étaient enfermés, les enfants, on vivait quand même quelque chose de difficile. Là, c'est un peu différent. Il y a la vie de famille quand même. Il y a quelque chose de beau. Il y a certains moments où ils font une espèce de tournée où tu vois aussi des lieux paumés, là, des piqueries. Okay. Tu sais, quand ils cherchent, il y a des petites recherches qui se font à travers la ville. Fait qu'on voit quand même des trucs difficiles, toute l'étendue de la misère qui est causée justement par les tensions raciales et tout ça. Donc, il y a quand même un petit peu, mais au bout du compte, il y a quelque chose d'un peu lumineux avec sa famille qui reste quand même une espèce de truc qui le ground là, un peu. Là. Fait que c'est bien intéressant comme vision. Moins dur, peut-être un petit peu moins émotif que l'était Nickel Boys, parce que c'était vraiment prenant comme roman. Mais ça se lit tout seul parce que c'est que Colson Whitehead, il sait vraiment raconter une histoire où tu t'accroches jamais, puis ça coule jusqu'à la fin. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Bien, merci. On va le lire. Ben moi, j'ai envie de vous parler de Mademoiselle Samedi soir. C'est un spécial pour Marie-Lie, hein, qui est notre cliente, qui est une grande fan, qui avait hâte que l'on parle de Heather O'Neill à notre émission. Alors, j'ai écouté en version audio Mademoiselle Samedi soir. Excellent livre audio qui est joué. Le personnage principal est interprété par Émilie Bibeau. C'est vraiment un livre audio de haut calibre. J'avais pas particulièrement, moi, embarqué dans le phénomène Heather O'Neill, je dois le dire quand même. Ce que j'avais lu m'avait pas... C'était comme un peu trop fantaisiste, là, ça me branchait moins. Ça ici, la partie, parce qu'elle fait un peu toujours dans un genre de réalisme magique montréalais là, qui me parle pas tant que ça, mais ici, c'est très discret, fait que c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus réaliste. Le dosage t'a plu. Oui, tu sais, en fait, l'affaire la plus bizarre, là, c'est qu'il y a des chats de temps en temps qui se faufilent dans l'écran et qui disparaissent. Là, on peut accepter ça. On aime ça, les chats. On se retrouve donc dans les années 90. C'est deux jumeaux, Nouchka et Nicolas Tremblay, qui sont les fils d'une figure qui a été un genre de Gilles Vigneault, Félix Leclerc, là, un Québécois voyons, j'ai un blanc, pas un conteur, mais un chansonnier. Un chansonnier, voilà, merci. Qui a été célèbre, puis qui est un peu sur le déclin parce qu'il y a eu des frasques, genre il a marié une fille de 14 ans, là, tu sais, ce genre de frasques-là, de qui sont nés les deux, ce couple de jumeaux-là, qui se cherchent un peu, qui ont grandi dans une famille vraiment bizarre. Ils errent tous les deux dans Montréal, dans l'époque un peu grunge. C'est vraiment très bon, c'est super intéressant.
C'est un roman tu sais, c'est un coming of age, là. C'est un roman sur la découverte de l'âge adulte puis des responsabilités parce que la recherche de l'amour aussi, parce que Nouchka va tomber amoureuse de son genre kick d'enfance, mais qui s'avère être lui aussi un petit bum, là. Fait qu'on reste dans des réalités de familles dysfonctionnelles puis de personnages qui essayent de faire leur place à travers un monde qui est chaotique. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est un très bon moment. C'est un univers qui est vraiment bien construit, qui est dense. On s'y perd, puis quand on le termine, on a un petit deuil quand même. Oh, voilà. C'est le fun. On va l'écouter. On va le lire. Oui. Qu'est-ce que vous êtes est-ce que vous avez lu autre chose, Eliane? Moi, il y en a un autre que j'ai lu qui s'appelle Je ne suis pas là de Lise Pitt, Check the Sud. C'est quand même. C'est costaud. Ça sort maintenant, là, d'ailleurs, c'est cette semaine. Oui, c'est ça. Ça sort ces jours-ci. Si j'avais un mot pour le décrire, je dirais que c'est un roman inconfortable. Il y a un vrai suspense là-dedans, mais on est vraiment dans un problème une histoire de problème de santé mentale. Oh. On est à Bruxelles. Tout de suite, là, le premier chapitre, là, ça commence et puis on le sait qu'il va se passer quelque chose de pas cool, mais on ne sait pas encore quoi. Puis c'est ça qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin parce que, bon, le personnage, c'est son premier jour dans une boutique de vêtements, est en train de déballer des cartons, puis nous autres, on sait que son téléphone sonne sur le comptoir, mais qu'elle ne le voit pas. Mais on comprend que c'est un message d'urgence. Et puis, on va suivre ces 8 minutes-là à travers tout le livre, mais on va revenir en arrière. Donc, il y a le premier chapitre où est-ce que OK, il va se passer quelque chose, puis là, on revient en arrière, puis la genèse de ça. Donc, c'est un couple, un relativement jeune couple, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils sont pas super doués pour les relations sociales, ils sont très isolés, très fusionnels. Tous les deux, ils ont perdu leur mère, fait que, ça les a un peu soudés, ils se rejoignent là-dedans, là, dans le deuil. Et puis, il y a un soir, une nuit, en fait, le gars, il revient de veiller avec des amis, prendre une bière, puis il s'est fait tatouer quelque chose en arrière de l'oreille, et puis c'est vraiment plus la même personne que c'était. Fait que là, la fille, elle comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, puis rapidement, ça escalade, là. Fait que, on est dans une psychose, là, bien, ouais. OK, bien Ouais. dense. Oui, c'est ça. Fait on va revenir sur des événements passés, mais il va y avoir la progression à chaque chapitre de l'escalade de cette psychose-là, puis comment est-ce qu'elle va essayer de vivre avec ça, de dealer avec ça, mais elle-même, elle n'est pas saine, là. Fait qu'elle n'a pas tous les outils pour l'aider, puis pour s'aider elle-même. Puis comme elle est très isolée, tu sais, des fois, on se dit, là, secoue-toi, là, tu sais, parle-en, va chercher de l'aide, mais on comprend quand même qu'est-ce qui se passe dans sa tête, puis surtout qu'est-ce qui se passe pas dans sa tête, là. Puis on se dit, mais si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Puis c'est ça, fait qu'à travers les chapitres, là, on revient, là, comme à la fin, là, dans les 8 minutes de la fin. Puis c'est ça. Ça m'a tenu, oui, c'est ça, ça m'a tenu en haleine, mais c'est vraiment inconfortable. C'est très bien construit, c'est très bien écrit, mais c'est ça, faut être en forme quand même. Ouais. Toi, tu avais beaucoup aimé Débâcle. En 2018, son premier roman, paru également chez Actes Sud. Je l'avais lu, j'en garde pas vraiment de souvenirs, mais je me souviens de... C'était bon. On était aussi dans quelque chose d'un peu dérangeant. Ouais, dérangeant, c'est le mot. Et on n'en connaît pas beaucoup des auteurs belges, donc on est content. C'est vrai? Oui. Néerlandophone, je pense, c'est une traduction vers le français. Oui, c'est ça. Merci, très réussi. Eliane. Benoît, as-tu autre chose à nous présenter? Je voulais peut-être toucher un mot de V13, Emmanuel Carrère, un autre de nos favoris quand même. Là. Ah oui. S'il passait à Trois-Rivières, on l'inviterait. On l'inviterait sûrement. Puis, moi, je les ai presque tous lus, les plus récents. Yoga, juste avant ça, était un petit peu difficile. Hein? C'était sur sa dépression et sur... il y avait quand même une certaine lourdeur, malgré qu'il écrit extrêmement bien. On est vraiment dans des livres lumineux. Oui, c'est ça. C'est le mois de janvier-février, hein? Donc c'est un petit peu sombre. Mais là, évidemment, le sujet est beaucoup plus lumineux. Il a décidé d'assister à l'intégralité du procès les attentats du Bataclan et des cafés à Paris. Vendredi 13 novembre 2015. Exactement, c'est ça. D'où le titre V13. Merci.
Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, hein, il a déjà fait ça, la chronique judiciaire. Si on veut, là, ben, il l'avait déjà fait, je pense, pour un magazine français, pour un journal français. L'adversaire aussi, qui est un de ses excellents romans, parle aussi d'une affaire judiciaire, mais d'une façon magistrale, d'ailleurs. Ici, on pourrait se méfier un peu, parce que si tu parler d'un procès, ça peut devenir long, hein, sur 300 pages, tu peux te dire, bon, ben, mais c'est pas du tout, on s'attend pas sur la procédure ou sur la technicalité de ça. On va vraiment aux témoignages, les témoignages des accusés, les témoignages aussi beaucoup des victimes. Il y a les parents des victimes, il y a des amis, il y a des gens qui viennent, tous les proches qui viennent se confier. Puis il fait ça un petit peu d'une manière, d'une mosaïque un peu. Il entremêle ça. Il entremêle un petit peu aussi de sa présence et de sa communication avec, parce que lui-même jase avec les proches, puis avec d'autres journalistes aussi. Tout ça est tissé d'une manière extrêmement habile, du fait que tu continues à lire ça sans, tu sens pas que tu es en train de lire un compte-rendu de procès du tout, du tout. Tu es en train de voir un portrait de société, d'un événement. C'est extrêmement complet et habile comme construction. C'est vraiment un procès historique, hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose comme 1800 personnes qui vont être entendues dans ce procès-là, 350 avocats. Ils ont construit une salle exactement dans un pour bâtiment, c'est ça. Et qu'il y a vraiment quelque chose de fascinant de suivre ce procès-là, qui n'a pas d'égal. Ouais, c'est ça, puis c'est quand même un gros événement, là, ceux qui s'en souviennent pas, c'est beaucoup de morts, je me souviens plus du nombre, mais on parle de plus d'une centaine de morts. Il y a des blessés aussi, parce qu'il y a des gens qui sont restés handicapés, qui sont restés traumatisés, puis tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été touchés, là. Il y a cette question-là aussi de comment on comptabilise qui est une victime. Est-ce que si tu fais encore des cauchemars, es-tu une victime autant que quelqu'un qui a perdu l'usage de ses 4 membres? Là? Fait que c'est aussi de ça dont il est question. Puis le sentiment de responsabilité, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la source de cette violence-là? Il y a un cas déséquilibre, qui est intéressant, parce que des fois, c'est pas uniquement là, les accusés, les victimes. Il y en a un qui s'en est sauvé, mais il raconte que pour s'en sauver, il a dû escalader des gens, passer par-dessus, et il a un peu écrasé certaines personnes, puis il se sent extrêmement coupable, parce qu'il dit peut-être que j'ai causé quelque chose. Il vit encore ça, là, de se dire peut-être que j'ai participé au malheur de quelqu'un en essayant de me sauver. Donc, c'est quand même assez tragique. Voilà, on rit, c'est pas drôle. Non, mais on l'aime beaucoup, Emmanuel Carrère, puis je pense qu'il y a vraiment le talent. Certains n'aiment pas sa présence, son omniprésence dans ses livres, c'est des critiques qu'il reçoit. Moi, je trouve que ça amène une forme d'humanité, puis ça nous permet, à nous, lecteurs, je trouve, de nous mettre aussi, de nous mouiller, finalement, dans le récit qu'on lit. On s'identifie plus parce qu'il est là. Il est quand même assez discret, là. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ce style-là, mais moi, sa présence est extrêmement discrète, puis il se met pas du tout en valeur, même que des fois, il se sent lui aussi mal comme nous, on peut se sentir mal devant ces choses-là. Donc voilà. Hey, moi, je vous amène ailleurs, la gang! Oh là là! Oh là là! Tu as lu? Alors, j'ai lu. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi dans nos actualités que nous sommes maintenant sur TikTok. C'est l'élément fort de notre mois de janvier, je pense, et février, là, notre arrivée sur TikTok, qui nous a fait découvrir des sensations de TikTok. Alors, pour une chronique à Radio-Canada, j'ai dû lire Colin Hoover, qui est donc une vedette de TikTok. Il y a un fan club absolument incroyable. Là, je suis tombée dans un genre de vortex Colin Hoover cette semaine en lisant ça. J'ai découvert que les fans avaient un nom, les co-horts. Ils font des vidéos de 10 secondes où ils rejouent des scènes du livre. Les gens font des classements. Elle a écrit 24 livres, Colin Hoover. Tu sais, nous, on connaît pas ça, là. Pour vrai, on arrive dans quelque chose où c'est complètement inconnu. Ça nous dépasse un peu, mais tu sais, des classements de quels sont en ordre mes 24 livres préférés de cette autrice-là. On va pas là, les amis. Je vous rassure, mais quand même, j'étais curieuse de découvrir ce phénomène-là parce que À tout jamais vient tout juste de paraître en français. Il était très attendu. On en avait vendu en anglais déjà. Et ça fait suite à Jamais plus.
À tout jamais, jamais plus. Hein, on va quand même s'y retrouver. Donc, j'ai lu les 2 tomes cette semaine. Tu t'es sacrifié. Oui, tu sais, ça fait quand même une bonne dose de kitsch. Le premier, qui s'appelle Jamais plus. J'avoue que moi, je savais pas à quoi m'attendre. Je croyais que je me lançais dans une romance bonbon, caramel, très sirupeuse. J'ai été très étonnée que Jamais plus m'amène dans l'univers de la violence conjugale. C'est fait avec beaucoup de respect, beaucoup de profondeur également. Tu sais, j'étais pas prête à ça du tout. J'avais peut-être même quelques préjugés en amont de cette lecture-là. J'ai découvert un livre avec des moments quand même drôles. Le personnage, il y a des allers-retours dans le temps. On n'est pas à la hauteur de Lise Pitt, je te rassure. OK. Mais il y a des allers-retours dans le temps. On découvre son amour parce que bien sûr, il y a une relation amoureuse là-dedans. On découvre sa relation amoureuse avec son amoureux d'enfance à travers des lettres qu'elle écrit dans son journal intime destinées à Ellen DeGeneres. Moi, ça m'a fait rire. Et au temps présent où elle rencontre un autre homme, ça s'est terminé avec son amour d'enfance, elle rencontre un autre gars, elle tombe amoureuse, espèce de gars pas tout à fait disponible émotionnellement, mais qui finit quand même par craquer pour cette jeune fleuriste du nom de Lily Bloom. C'est ça quand même. Et elle va rapidement se rendre compte que cet homme-là a un problème de gestion de colère. Il va s'en prendre physiquement à elle, mais rapidement, Lily Bloom va mettre ses limites. Elle va quitter cette relation abusive-là, ce qui est quand même intéressant. Je m'attendais à ce qu'elle reste prisonnière de ça, qu'elle lui pardonne parce qu'elle est amoureuse, mais non, elle s'en sort pour elle-même, pas par l'attrait d'une autre relation. Fait que tout ça est quand même assez correct, là. Elle se questionne beaucoup sur le regard qu'ont les gens sur la violence conjugale, pourquoi on accuse les femmes de rester plutôt que les hommes de s'en prendre aux femmes qu'ils aiment. Fait que c'est quand même, somme toute, une lecture que j'ai trouvée intéressante. Il ne m'en restera possiblement pas grand-chose dans quelques jours, mais j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, un bon moment. Ça a été écrit en 2016. Et les fans sur TikTok, entre autres, ont réclamé à Colleen Hoover une suite. Il y a eu une pétition qui a circulé sur le web. Elle a craqué et elle a fait une suite à Jamais plus qui s'appelle À tout jamais. C'est là, elle retrouve son amour d'enfance. Et c'est donc 375 pages d'amour, mais il y a de l'amour, il s'aime, il est fin, il est tellement fin. Fait que, tu sais, là, j'étais quand même un peu à bout. OK. Ça manquait de drame. Il n'y avait pas l'équilibre que ça avait là, entre Oui, drame, amour et tout ça. Puis en même temps, je suis contente pour elle, là. Elle l'a pas eu facile, puis là, ils se retrouvent, c'est le fun. Mais il y a quand même les personnages ne sont pas unidirectionnels, là, ils ont quand même des plusieurs dimensions. Oui, tu sais, ils ont de l'humanité à travers ça, ils ont des conflits intérieurs, ils ont des réalités, là, ils existent à l'extérieur de leur relation amoureuse, là, si on peut lui donner ça, mais tu sais, ça, c'était quand même un petit peu, ça poussait trop loin, là, la romance, pour moi, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire, mais je peux absolument comprendre que le phénomène, là. les jeunes filles... OK. Mais c'est un peu le film de trop, comme des fois dans une série de films, Le Parrain 3, par exemple. Là, c'est un peu ça, là. J'imagine. J'imagine aussi. J'ai pas écouté Le Parrain 3. Fait que Colleen Hoover, j'ai lu. J'ai lu ça. Bravo. Ben, merci, c'était intéressant. C'est pour vous que j'ai fait ça. Oui. Toi, Eliane, je pense que tu as encore une chose à nous présenter dans ce que tu as lu. Non, ce que je suis en train de lire. Ah. Oui, ben, John le Carré, l'espion qui aimait les livres. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est parce que le titre m'a interpellée. Parce que toi, c'est un peu ton rêve d'être une espionne. Hein? Non, mais on peut le dire. Ça sera pas, c'est ça. Non, ben, en lisant ça, clairement non. Fait que, mais je peux pas dire si c'est un bon John le Carré. Bon, c'est un roman posthume parce qu'il est décédé et puis c'est le manuscrit qui était pas mal achevé, sur lequel quand même son fils, qui est aussi écrivain, a passé pour le remettre en forme puis vérifier que tout se tenait. Fait que je sais pas si c'est un bon John le Carré parce que c'était le premier que je lisais. Ah, c'est ça que j'ai ouais, c'est ça. Évidemment que ça parle d'espionnage, comme tous ces livres. Moi, j'en avais pas encore lu parce que j'avais peur de pas comprendre.
l'espionnage, contre-espionnage, politique, géopolitique, des fois, je me perds. T'sais, des fois, je tombe dans l'une, là, puis je sais plus qui est qui, puis qui change de nom, puis que, je les reconnais pas. J'avais vu les adaptations au cinéma de quelques-uns de ces livres. J'avais trouvé ça quand même un petit peu compliqué, mais, au cinéma, ça passe bien. Là, je le lis, puis peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas parce que je comprends tout. Fait que, ça me rassure sur moi-même. Mais je pense que, c'est un roman quand même simple. Oui, ça parle d'espionnage, mais on est plus là comme dans un retour en arrière. On revient sur des événements qui se sont passés il y a quand même longtemps. On commence, c'est Julian qui est nouvellement propriétaire d'une toute petite librairie dans une ville côtière. Lui, il travaillait à la City là, comme financier. Il a fait beaucoup d'argent, puis à un moment donné, il s'est écœuré de tout ça. Il a tout abandonné, puis il s'est dit, moi, je vais ouvrir une librairie. Et puis là, il y a un client qui arrive, un peu bizarre, un peu louche, mais quand même attachant. Et puis, ils vont se lier, sinon d'amitié. En tout cas, ils vont nouer une relation. Tout part de là. Et puis là, ben c'est ça. On va suivre le cours de cette histoire-là. On va en apprendre un petit peu plus, puis pas vraiment beaucoup plus en même temps au sujet de cet homme étrange-là. Okay. Donc, ça parle pas du tout de livre, sinon que ça se passe dans une librairie. C'est ça se lit vraiment bien. Mais est-ce que c'est un bon John le Carré? Je sais pas. J'aime ça, moi, que dans les livres, les gens aient de la facilité à démarrer une librairie. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais il n'a pas si facile que ça, mais quand même. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est pas... ouais. Bonne chance, Juliane. Bon. Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je vais te dire un petit mot là, avant de passer au prochain, parce que moi, je viens de terminer ça ici. L'Arabe du futur, tome 6. Ça termine le cycle, donc... ceux qui ont déjà commencé cette série-là vont adorer ce tome-là. C'est égal à... Ça complète la vie de Riyad Sattouf. Ça se termine en 2011, je pense, environ. Là, donc, il est devenu BDiste, il est devenu cinéaste et tout ça. Donc, puis ça complète des choses qui se sont passées avec sa famille, hein, parce que tout le long, c'était son père syrien qui est un peu... écartelé entre la modernité et la... Il est religieux, mais en même temps, il étudie à l'université et c'est lui là, qui prône l'arabe du futur, l'arabe moderne et tout ça. Fait qu'on va voir la conclusion de ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ceux qui l'ont pas commencé, allez chercher le tome 1. Commencez avec ça. Si vous aimez, vous en avez 6. Vous avez beaucoup de plaisir, beaucoup d'heures à lire ça. Même si toi, je sais que tu avais eu un petit bémol quand tu l'as lu. Elle trouve qu'ils sont pas sympathiques. Il y a personne là-dedans qui est attachant. Personne. Mais c'est vrai qu'il est très, très... Même les badauds qui passent en arrière-plan, ils me tapaient ses nerfs. Il y a aucune pitié pour aucun personnage. Son père est plein de défauts, sa mère en a aussi. Lui-même se met comme à son désavantage. Mais si vous embarquez, vous avez une belle petite ride. Là. Je vais le lire puis je vais trancher. Tu me diras ça. Est-ce qu'on est rendu à ce que l'on est en train de lire? Hein? Oui. Ah ben moi, je l'ai dit. Tu l'as dit, toi. Ouais. Bon, OK. Moi, je l'ai dit. Moi, rapidement, parce que je l'ai commencé hier soir, donc j'en ai une 50aine de pages de lu. Moi, je n'ai jamais lu Kauter Adimi. On l'a découvert avec son premier roman, Nos richesses, qui avait remporté quelque chose, je pense. Là, ou en tout cas, on avait parlé beaucoup. Ouais. On ne l'avait pas lu, mais on en avait entendu beaucoup parler. Dans ce livre-ci, c'est un peu l'histoire de l'Algérie, finalement. Ça commence en 1970 et on suit 3 personnages, Leila, Tarek et Saïd. Et on retourne dans le passé, procédé super original en littérature, au moment de la naissance de Tarek, qui se trouve à être frère de lait de Saïd, parce que la maman de Tarek, qui, pendant l'accouchement de son fils, son mari va perdre la vie. Elle est muette, veuve muette, mère monoparentale, mais elle a une richesse, elle produit du lait. Donc, elle va aller au village et trouver les parents de Saïd, qui, eux, viennent de donner naissance à un petit garçon, mais la mère n'a pas de lait. Donc, elle va nourrir Saïd et comme ça réussir à mener à bien sa vie. Les 2 enfants vont être des frères de lait, donc vont rester très proches. Et au village, il y a la petite Leila qui vient les rejoindre pour jouer avec eux. Ils vont grandir dans cette Algérie-là qui est déchirée entre la France et leur réalité de colonie. Il va y avoir la Deuxième Guerre mondiale, les 2 hommes vont s'engager, vont s'enrôler.
Leila se sépare de son mari, ce qui est quand même assez peu commun au début des années 30. Et ce qu'on va voir finalement, c'est l'évolution de ce pays-là, qui, au balbutiement des volontés d'indépendance, du déchirement avec la France. Fait que je pense que ça va être super intéressant aussi. Puis il y a dans la façon de raconter quelque chose qui est un peu, qui peut rappeler peut-être, tu sais, l'Orangeret de Larry Tremblay ou, tu sais, une espèce cette de ambiance-là. thématique, pas thématique, mais une atmosphère un peu près du conte, là. OK. Voilà. Donc, à suivre. Intriguant. Tu parles de ce que je suis en train de lire? Si tu veux. Moi, je suis en train de lire ça. Je suis rendu, j'avance. Ben, oui, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai jamais lu Hillary. Je me disais, un petit roman de genre, ça peut faire son travail. C'est quand même assez sombre. Hein? Ce qui est la particularité de ça, puis on ne comprend pas tout de suite en regardant ça, mais ça se passe au Québec. Et lui, l'auteur est un Anglais. Donc, en tant que Québécois, on est un petit peu sur nos gardes un peu quand on commence à lire ça, parce que là, ça se passe dans le coin. Il a inventé une ville, mais on devine que c'est dans le coin de Fermont, Shefferville. Il y a une mine de fer. Donc, on a le portrait. C'est assez bien documenté quand même. Il y a quand même des petites maladresses, mais ça reste quand même en surface des maladresses. Là, des fois, là, il pas un Alexandre Jardin. On n'est pas juste dans le cliché. Il exagère un peu comme la forêt sauvage, puis on s'habille chaud, mais en même temps, avec un petit canuc, faut pas capoter là, de ça. Des fois, il est un petit peu exagéré là-dessus. Ça se peut, les Anglais, hein. Mais bref, comme recherche, il semble avoir fait quand même un travail pas si mal. Puis c'est quand même intéressant de se retrouver, d'avoir le regard de quelqu'un d'autre sur notre culture puis notre monde. Ensuite, c'est ça, un gars qui a quitté ce village-là depuis 26 ans parce que on comprend là, avec la lecture qu'il était plus capable de vivre là. C'était d'une lourdeur, c'était même il y avait quelque chose qui quasiment d'une malédiction sur cet endroit-là là, qu'il trouvait. Là. Il faut dire qu'il y a eu quand même, pendant sa jeunesse, plusieurs jeunes filles qui ont été retrouvées mortes, déchiquetées. Puis évidemment, il y a un seul policier un peu dépassé, donc souvent c'est des affaires qui ont été classées sans suite, puis on n'a pas trouvé personne. On passe à autre chose, puis on oublie ça. Mais donc, il y a comme une atmosphère assez désagréable. Lui, il a quitté la ville. Il est rappelé parce que son frère, qui lui a abandonné son frère tout jeune parce qu'il est parti tout seul, son frère a essayé de tuer quelqu'un. Donc, il décide de retourner pour la première fois en 26 ans. Je suis rasé avec son frère un peu. Donc c'est quand même l'histoire là, c'est intéressant. Je suis pas certain du style. Je sais pas s'il y en a qui sont des fans de Hillary. Moi, je trouve que des fois là, c'est un peu empoulé là, puis des fois il y a beaucoup de psychologie qui me semble un peu, en tout cas, un peu facile ou un peu exagéré. Mais bref, quand même, l'histoire est absolument prenante. Puis je vais finir ça très bientôt, sûrement ce soir. J'aime ça, Benoît, parce que cette fois-ci, tu nous parles vraiment d'auteur de la relève. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais nous dire en terminant, Eliane? En fait, pour parler des livres que je vais lire, parce qu'on est rendu là, qu'est-ce qu'on va lire? Il faut que je parle d'un livre que j'ai lu, qui s'appelle La librairie sur la colline de Alba Donati, publié chez Globe. En fait, c'est pas un roman, c'est un journal de libraire. Moi, j'aime ça, les journaux de libraire. J'en ai lu quelques-uns, puis je vais continuer à en lire tant qu'il y a des libraires qui vont l'écrire. J'adore ça, parce que c'est le fun de voir les réalités de d'autres librairies, puis dans d'autres pays aussi. Donc là, on est en Italie, on est dans un petit village. En 2019, Alba Donati décide d'ouvrir une librairie dans ce petit village-là, son village d'enfance, un village de 180 habitants. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire vivre une librairie avec 180 habitants? Mais bon, elle soit lettrée. Oui, ou bien d'avoir un bon commerce en ligne. C'est bon. Donc, c'est ça, c'est une entrée par... en fait, on lit là, le détail de ses journées, de comment est-ce qu'est venue l'idée, pourquoi est-ce qu'elle a ouvert cette librairie-là, comment ça se passe. On en apprend sur sa famille, sur les malheurs aussi qui vont lui arriver, parce qu'elle a ouvert ça en 2019. Première année, il y a eu un incendie, il a fallu qu'ils reconstruisent, puis ensuite, il y a eu la pandémie, fait que le confinement. Fait que bravo pour partir un commerce. Oui, c'est ça. Puis là, on voit, c'est sûr que, et s'étend pas là-dessus, elle prend un peu pour acquis qu'on le sait, qu'est-ce qui s'est passé, mais on sent que ça a vraiment été difficile en Italie, la COVID. Fait que c'est ça, c'est intéressant.
Puis, c'est le fun aussi de voir qu'est-ce que les gens lisent. Parce qu'à la fin de chaque journée, ben, elle nomme les commandes du jour. Fait que là-dedans, il y a des livres qui revenaient souvent, puis ça m'a permis de faire du rattrapage. Ça nous amène. Parce que c'est des livres que ça fait longtemps que je voulais lire. Puis là, ben, tu sais, comme ils reviennent souvent dans les commandes de ses clients, je me suis dit, ben là, c'est le moment où j'aimais. Fait que je vais lire Les 8 montagnes de Paolo Cognetti, qui est publié en 2017, puis qui avait eu quand même un bon succès. J'avais beaucoup aimé ça. C'est un roman de montagne. Voilà, je vais lire ça. Et je vais lire aussi, je vais lire aussi Les vies de papier. Voilà. Et puis, ben, peut-être que je vais vous en parler plus. Je parle, je pense, de traduction puis de littérature. Qui est dans de l'univers du livre un peu. Ouais, j'aime ça, les livres qui parlent de livres. Un jour, on vous fera une thématique de les livres qui parlent de livres et de librairie. Pourquoi pas? Voilà, c'est ce que je vais lire. Puis en conclusion, là, moi, j'ai rien à dire parce que je sais pas de quoi ça parle, mais je vais lire Les oiseaux de passage de Fernando Aramburu. Ça se passe en Espagne, à Madrid. Quand on l'a reçu, je sais pas, moi, j'ai trouvé la photo, la couverture très belle. Il est très élégant. Et j'ai lu de force à Benoît et Eliane la première page et j'ai été ravie de mon expérience, donc je le lirai et en reparlerai éventuellement. Voilà pour notre... Moi, j'ai pas de projet de lecture, fait que je compte sur vous deux là, pour On va donner des projets. Vous me donnerez des livres à lire. Ça me fait plaisir. Merci pour votre écoute. On vous rappelle le défi de l'Exèdre que vous pouvez trouver en ligne ou en librairie pour guider vos lectures tout au long de l'année. Nous, ça nous inspire quand même un peu. Là, oui, puis c'est mon livre que je lis parce qu'il est donc bien beau. Ah oui, moi j'ai trouvé le mien, je vous en parlerai une autre fois. Puis si jamais vous avez besoin d'aide pour trouver un livre bleu, un livre écrit par quelqu'un qui a les mêmes initiales que vous, l'année de votre naissance, on est là, on peut vous aider. Merci tout le monde. Bonne lecture. Merci, bye bye.